L'hiver, pour le cultivateur, c'était une période assez plutôt lente. C'est-à-dire au niveau des vaches à ce moment-là, des fois, il en restait une qui n'avait pas été engrossée. Alors, à ce moment-là, c'était juste d'aller faire le train le matin et le soir. Puis, c'était aussi, à la maison, c'était vraiment une vie à l'intérieur. C'est-à-dire, on vivait presque toujours dans la grande cuisine l'hiver. Puis, aussi, l'hiver, c'était le fendage du bois, c'est-à-dire avec les bûches qu'on ramenait. Alors, puis le bois, il se fendait mieux quand il était gelé. Alors, à ce moment-là, mon frère aimait beaucoup. C'est-à-dire, il passait dans l'après-midi, il allait bûcher le bois, puis il allait faire le train à 4 heures ou à 5 heures, puis il revenait. Puis l'hiver aussi, d'abord, les chemins d'hiver, un petit mot sur les routes. C'est sûr que les chemins étaient battus, puis il y avait aussi un rouleau, je pense, qu'il passait. Puis quand il y avait aussi la gratte qui pouvait ameublir le terrain. Puis l'hiver, à partir du bois de l'âge, je ne sais pas s'il y en a qui le situent assez bien, il y avait un raccourci pour se rendre. Je pense qu'à partir de la famille d'Eugène Leclerc, je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens, là, on traversait, il avait fait un chemin à travers la forêt, puis on aboutissait en haut du rang de l'Enfant Jésus. Puis vous imaginez, l'hiver, il fallait faire des rencontres. Parce que d'abord, c'était balisé, parce qu'à un moment donné, il y a une tempête, puis souvent dans les grands champs, il y avait beaucoup de poudreries. Alors, les chemins étaient balisés, mais à certains endroits, ils faisaient des rencontres. Pour qu'à un moment donné, quand il y a deux voitures qui viennent, il fallait que tu attendes à une certaine rencontre, sinon ça n'aurait pas été fait. Ça n'aurait pas été possible. Je vais passer à une autre période. Là, ici, après avoir parlé des agents, je vais vous parler de la vie au quotidien. Comment est-ce que c'est qu'on vivait parce que c'est toujours chez les cultivateurs dont on parle. Vous allez la voir, peut-être, il y en a qui l'ont vu, la grande maison qu'on avait. Ça avait à 2 étages complets. Il y avait 4 chambres en haut. Dans une des chambres, on était 6 garçons et une fille. C'est sûr qu'on était 4 dans une chambre, puis ensuite, la fille avait sa chambre toute seule. Il avait gardé aussi une chambre dans la 4e, on appelait ça le grenier. C'était un endroit où c'était un peu plus froid. C'était peut-être certains du linge qu'on mettait. Puis vous vous souvenez probablement de ces coffres où on mettait des boulamites. Puis quand on sortait les manteaux, à un moment donné, ça sentait la boulamite. La chambre d'en bas, c'était réservé aux parents. Le salon, à l'époque, n'allait pas au salon qu'il voulait. Le salon, c'était fermé. Puis il entrait dans la seule personne qui entrait dans le salon, c'était la visite du curé. Ça, je me souviens, la porte d'en avant, c'était juste le curé qui entrait là. Quand on le recevait, le salon, c'était vraiment réservé pour la visite du curé. Puis la maison, mais c'était tout en bardeau et le toit et également les murs, c'était du bardeau. Je me souviens, ma mère était fière. À un moment donné, elle avait réussi à convaincre mon père de mettre de la teinture. Puis après ça a été du papier brique. Je ne sais pas si... et après ça, là, ils ont fait une finition, je ne sais pas trop, en vinyle. Dans la maison, dans les anciennes maisons, le seul système de chauffage, c'était le poêle à bois qui servait aussi de cuisinière. Puis le tuyau, dans certaines maisons, je me souviens, nous autres, le tuyau était quand même assez long. Dans certaines maisons, le tuyau serpentait parce que ça réchauffait davantage. Puis sur le poêle, il y avait le poêle à bois. Il y avait aussi le réservoir d'eau chaude. On appelait ça le balleur. Et je me souviens qu'enfant, on s'assoyait sur le balleur. Si on aimait ça, s'asseoir sur le balleur. Puis aussi, on appelait ça la bavette du poêle. On ouvrait le fourneau. Et le soir, l'hiver, on se mettait les pieds sur le fourneau pour bien se faire chauffer. La maison, il n'y avait pas de bain. Alors, à l'époque, j'imaginais, je m'en parlais un petit peu avec mes neveux, parce que, disons, je suis le seul de la famille qui reste, le seul des Julien, j'étais le plus jeune, il n'y en a pas d'autres. J'en parlais avec mes neveux, comme de quelle façon on pouvait vraiment se laver de façon discrète. Je n'ai pas la réponse, je m'en souviens vraiment pas. Peut-être aussi bien aussi. Les toilettes étaient en plein air. Je ne vous parlerai pas trop du papier de toilette parce que vraiment, on appelait ça la gazette, là. Puis, ou encore, sans entrer dans les détails, parfois c'était des morceaux de paille, encore du foin. Mais je me souviens qu'un de mes oncles, Paul Leclerc, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, il avait une épicerie. Alors, c'était vraiment le luxe parfait. On enveloppait les oranges dans du papier de soie. Vous imaginez que c'était pas très imprégnant lorsqu'on s'en servait. L'alimentation.
L'alimentation, ben, c'était pour les produits de la ferme. C'était les carottes, les navets. On disait les navots, ça, je me souviens de ça. Il y avait aussi des oignons, du maïs, et des choux également, des fèves. Mais pour le reste de la nourriture, il y avait un marchand qui passait 2 fois par semaine. Je pense qu'il venait soit de Donnacona ou de Cap-Santé, un nommé Saint-Jean. Et puis, moi, j'étais le dernier d'une famille de 7. Et lui n'avait pas d'enfants ou encore avait des filles seulement. Alors, lui voulait m'adopter. Moi, je me souviens, on avait une grande galerie en avant, puis avec ses grosses moins poilues, là, il essayait de me prendre. Mes parents, c'est sûr qu'ils n'ont jamais dit « on va le donner », mais il restait qu'il avait bien voulu, il aurait bien aimé m'adopter. Ça m'a amené, puis une petite digression, ça m'a amené à écrire un livre, un roman, qui s'appelle « Demain, je partirai ». J'ai imaginé, ce livre-là, il est ici à la bibliothèque, ici à Pont-Rouge. Alors, j'ai imaginé ce que je serais devenu si j'avais été adopté par ce monsieur Saint-Jean. Et j'ai situé le livre à Saint-Raymond. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en suis servi aussi pour l'inondation de la rivière Sainte-Anne. Alors, j'ai imaginé ce que j'aurais été. Ensuite, le monsieur Saint-Jean est allé vivre à Montréal. Vous imaginez le petit campagnard, 7 ou 8 ou 9 ans, 10 ans, qui s'en va dans une école à Montréal. Et c'est ce roman-là que j'ai écrit en l'an 2000, je pense. Petite digression terminée. La boucherie. Au mois de décembre, moi, je me souviens, c'était aux alentours du 8 décembre. Donc, c'est l'Immaculée Conception, je pense. Alors, on faisait boucherie. C'était mon oncle, l'oncle Arthur, le voisin de mon père, qui tuait le cochon. Mon père, je ne sais pas. Puis, pour tuer un cochon, c'est quelque chose. D'abord, c'est le saigner. Je pense que c'était pas loin du cou, quelque chose comme ça, oui. Puis, à ce moment-là, il fallait qu'il ramassait le sang. Moi, je me souviens. Puis, le cri du cochon, quand il se fait égorger, c'est effrayant. C'est-à-dire, c'est un cri, là, ça nous reste, il me semble, j'ai la chair de poule, je sais le dire. Puis ensuite, bien, il y avait soit ma mère ou ma tante avec une chaudière qui ramassait le sang. Puis, le cochon, une fois qu'il avait été saigné, on le plongeait on appelait ça un échauddoir, c'est un grand bassin d'eau chaude, il le plongeait là-dedans, pour que je pense que la peau puisse s'enlever facilement, j'imagine que c'est pour ça. Puis c'est pour ça? OK. Puis je me souviens qu'une année, le cochon s'était élevé et était parti à courir. J'étais sûr que... Oui, bien, c'était les nerfs, c'était simplement... mais c'était quelque chose, ça. Puis je me souviens aussi, ça c'est un autre domaine, mais quand... Bon, ils avaient des poules, puis quand ils tuaient la poule, il était accroché avec les 2 pattes, puis il essayait de trouver le bon endroit dans la gorge avec un petit cri. Puis il y avait le petit cri, là, il était capable de plumer facilement la poule. J'en reviens toujours à la boucherie. Puis pour garder les aliments, l'hiver. D'abord, il y avait la cuisine d'été. L'hiver, c'était quand même pratique. On mettait le bois aussi, qui servait dans la maison. Puis ça servait aussi un peu à garder de la nourriture pour un temps. Mais l'endroit où on le gardait, c'était dans on appelait ça les ports d'avoine. Alors, ils mettaient la nourriture dans l'avoine et puis ça pouvait rester 2 ou 3 jours sans décongeler. Puis je me souviens, il y avait toujours puis ma mère faisait le boudin, alors la saucisse également. Vous imaginez qu'il nettoyait les tripes, les boyaux, complètement pour pouvoir mettre la viande dans ces tripes-là. Puis, je me souviens que l'hiver, à un moment donné, quand il y avait des dégels, c'était toujours l'inquiétude, est-ce que ça va dégeler pendant... Ça pouvait rester 2 ou 3 jours dans les sacs d'avoine, dans les ports d'avoine, peut-être pas plus. Alors, ça avait toujours une crainte de perdre la nourriture. Aussi, ben, j'ai connu le temps de la guerre. C'était la période de rationnement. Donc, je me souviens des coupons de rationnement. Pour la viande, pour le cultivateur, il n'y avait pas de problème. Également pour le beurre, on faisait notre beurre nous autres mêmes. Puis pour le sucre, ça aurait pu être un problème. Mais mon frère Laurent gardait des abeilles. Parce que les abeilles, on leur enlève le miel à l'automne. Il fallait leur donner du sucre pour qu'ils le transforment en miel, j'imagine. Alors, à ce moment-là, il avait droit à plus de sucre, de quantité de sucre qu'il en avait besoin. Donc, ça nous servait. Puis je sais que mon père, et puis
c'est resté avec les descendants, on avait la bouche, les dents assez sucrées. L'été, ça se passait, je ne sais pas que l'été, ça se passait dans le fourni, c'est-à-dire dans la cuisine d'été. Tout était là vraiment. D'abord, c'était, je sais pas, j'imagine que je n'apprends rien à vous autres, j'ai bien l'impression. C'était vraiment à air ouverte et puis tout se passait dans la cuisine. Puis les visites, dans la vie familiale, les visites, j'imagine que, on n'avait pas le téléphone, que sur le perron de l'église, les gens devaient, à un moment donné, dire, bon, cette semaine, je vais aller vous rendre visite. C'était surtout l'hiver, parce que l'hiver, c'était des temps morts. On venait dîner, puis les gens partaient assez tôt pour aller faire le train. Ça, c'était... Puis je me souviens que moi, disons que j'avais 5 ans quand mon grand-père Paquette est mort. Je me souviens, il avait annoncé qu'il viendrait. Lui, il partait du Grand Capsa, probablement, ou encore de Neuville, parce qu'il y avait une autre maison à Neuville. Puis je regardais dans la fenêtre voir si le grand-père s'en venait. C'était quelque chose, vous savez, un vieux là, qui s'en... un vieux qui s'en vient dans la neige l'hiver. Et puis c'était quand même peut-être 5-6 000, je ne sais pas trop, ça doit à peu près 5-6 000 de distance. Il y avait une fête, là je parle de la vie en famille, il y avait la Sainte-Catherine. Bon, la Sainte-Catherine, d'abord, la fête a été inventée, c'est-à-dire la fête a été inventée par Marguerite Bourgeois. Ça a été la première pour attirer les Amérindiens à l'école, puis aussi les Français de la Nouvelle-France. Elle avait imaginé ce bonbon qu'on appelait Klondike, ou encore des Kiss. C'était avec, je ne donnerai pas la recette, sur Internet, vous pouvez le voir facilement, mais il y avait de la mélasse, il y avait du sirop de maïs, semble-t-il, puis on l'étirait quand c'était assez froid avec les mains, d'où le nom de Sainte-Catherine. Puis les filles qui avaient dépassé 25 ans, c'était on appelait ça des Catherinettes ou des Catherines. C'était les vieilles filles, en fait, puis c'était passé 25 ans, je ne sais pas, c'était pas désespéré, mais quand même. Puis, ben, je sais, on calculait hier l'âge où ma mère s'était mariée, elle avait 27 ans. Et on dit, ah, elle était vieille fille. Ben, Ensuite, dans le temps avant Noël, dans le temps de l'Avent, on ne prenait pas de bonbons, puis je me souviens que ça, d'ailleurs, on n'en prenait pas beaucoup pendant l'année, j'ai l'impression. Mais ma mère avait pris une résolution pendant l'Avent pour nous autres. Il y avait à l'époque, au poste CKAC à Montréal, Madeleine et Pierre. Est-ce qu'il y en a qui... Bon, c'est une émission qu'on écoutait religieusement, c'était 6h moins quart à 6h, juste avant de souper. Elle avait pris la résolution qu'on n'écouterait pas Madeleine et Pierre. Ça avait été, on l'avait fait parce que votre mère le demande, puis c'était quand même quelque chose. Mais l'automne suivant, à un moment donné, il repasse en reprise les aventures de Madeleine et Pierre. Je me souviens de les avoir écoutées, puis j'étais mal à l'aise. Dire que j'ai détruit la petite abstention que j'avais faite pour aller écouter Madeleine et Pierre à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, après Madeleine et Pierre, il y a eu... j'ai oublié, puis je ne l'ai pas noté. Donc, oui, je voulais dire tantôt aussi au début, je me suis dit, si vous me voyez avec des feuilles, c'est pour, à un moment donné, pallier peut-être à certains défauts de mémoire. Puis j'avais d'autres choses à dire, puis je l'ai oublié. Pâques. Pâques, c'était... D'abord, c'était la Semaine Sainte, c'était d'une tristesse. Et je me souviens que le vendredi, à la radio, c'était juste des chants religieux. Puis, on n'avait pas le droit de... C'est sûr qu'on ne faisait rien à ce moment-là. On allait à la messe. Puis, je me souviens, les premières années, j'étais à Mont-Laurier. Moi, je suis arrivé à Mont-Laurier en 1958. Quand on venait à Québec dans le temps de Pâques, le vendredi saint, c'était très difficile de trouver un restaurant qui était ouvert à ce moment-là. Les restaurants étaient fermés. C'était vraiment une période, je ne sais pas, la période de Pâques, c'était une période assez difficile. Mais avant Pâques, il y avait le Mardi Gras. Ça, c'était vraiment quelque chose. Les gens se déguisaient. Je sais que Justin Trudeau aurait aimé être dans notre temps. Puis chez les voisins, nous autres, on n'a jamais été au Mardi Gras, mais il y avait toujours des voisins qui arrivaient, puis on essayait de deviner c'était qui. Ah, pour moi, c'était eux autres qui sont venus, parce qu'ils se déguisaient assez bien. Puis il racontait quelque chose de sorte qu'on avait du plaisir. Puis c'était un plaisir très simple. Puis c'était amusant également. Puis les gens étaient fiers de dire « Ah, ils ne sont pas reconnus ». C'était aussi la période où on parlait, moi je me souviens, dans les rencontres, nos parents parlaient des loups-garous, des feux follets. Les feux follets,
je me suis documenté un peu. D'abord, c'était une espèce des petites flammes à roteur, bleuâtre ou encore jaune. Puis il disait que cette flamme-là ne brûlait pas l'herbe. Puis on disait que c'était des âmes qui étaient dans le purgatoire et qui demandaient des prières. Puis il y avait aussi mon père qui racontait, il y en a qui entendaient des bruits de chaînes dans la maison. Puis c'était toujours des âmes du purgatoire qui demandaient qu'on les délivre. Je me souviens qu'on racontait, il me semble que c'était dans Terrebonne, il y avait une famille qui restait, puis quand ils partaient de leur maison en feu, ils revenaient. Alors, ils ne pouvaient pas quitter la maison, ils avaient toujours l'impression que la maison était en feu. Ça, on en a parlé souvent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi de la Corriveau. La Corriveau, bon, elle demeurait à Saint-Vallier, c'est sur la rive sud, de l'autre côté de Lévis. Elle avait épousé, je ne sais pas qui, là, c'était Marie-Joseph Corriveau. Et puis, son premier mari est mort. 15 mois après, son deuxième mari est mort. Là, on commençait à avoir des soupçons. Ce qu'elle avait fait à son deuxième mari, c'est que, je m'excuse, là, elle l'avait tué à coups de hache et ensuite elle l'avait mis dans l'étable à l'arrière des chevaux pour dire que le cheval avait fracassé le crâne de son mari. Puis là, bien, il y a eu des doutes. Ils ont commencé à retourner au premier mari. Puis le premier mari, elle aurait versé du plomb chaud dans l'oreille. Ça, c'est peut-être des légendes, mais c'est ce moment-là elle a eu un procès. Puis au procès, c'est le père de Marie-Joseph Corriveau qui a dit « c'est moi qui l'ai fait », puis elle a été simplement de connivence. Alors, il lui avait mis au fer chaud sur le bras « M » comme meurtrière. Mais quand le père a été condamné à être pendu, alors là, il a dit, ben là, c'est ma fille. Alors c'est elle, la Corriveau, qui a été pendue. Et comme punition, on l'avait installée dans une cage. Elle a été, je pense, un mois, c'était à la pointe de Lévis, là, à Lévis. Puis les gens qui passaient, il y avait toujours des sorts. Maintenant, il y en a qui tombaient dans les fossés, puis c'était la Corriveau qui était venue, enfin, c'est l'histoire qui disait ça. Les jeux. C'est sûr que les jeux aux cartes, le Euchre, le Charlemagne, ça doit vous dire quelque chose. Après ça, ça a été le 500. Puis, les hommes, je suis allé voir sur Internet, parce que je me suis dit, tirer à la jambette. Est-ce qu'il y en a qui... Tirer à la jambette, c'était deux hommes qui étaient couchés à terre. Les pieds, supposons que la tête est là, les pieds sont ici, de l'autre. Et puis, ils lèvent un pied, puis ils essaient que l'autre puisse tomber, que soit vraiment là, déstabilisé. Ça, je me souviens, mais ma mère n'aimait pas ça. Des grands garçons, nous autres, on était 6 garçons, et le voisin, il y avait 3 garçons. Puis, à un moment donné, quand ça se tiraillait, les parents n'aimaient pas ça. Puis, je me souviens que mon oncle, je ne sais pas s'il l'a déjà fait, mais quand les enfants étaient trop malcommodes, je vais sortir ma strap. Puis, la strap, je ne sais pas s'il y en a, c'était le morceau de cuir sur lequel ils aiguisaient leur rasoir. Je ne sais pas si le long Arthur a déjà fait ça, parce qu'il menaçait. Mais mon père, jamais, il a sorti sa strap, puis je ne me souviens pas qu'il nous a menacés non plus de le faire. Un autre élément, c'était le crachoir. Je pense que tous les hommes, ça devait fumer la pipe, et puis c'était le crachoir, puis je me souviens, je ne veux pas entrer dans les détails trop, mais ça allait directement, il n'y avait pas d'erreur. Puis je me souviens que mon oncle aussi, lui, il chiquait. C'était le morceau de tabac qu'il mâchait, puis quand il tombait dans le crachoir, tout, ça arrivait vraiment de façon définitive. La religion, ça fait... la religion, bon, à l'église, à la grand-messe, les bancs étaient loués. Puis dans les bancs, les femmes étaient toujours au fond et les hommes étaient au bord. Pour le sermon, je ne sais pas, moi, ça m'impressionnait. Juste avant, quand le curé montait, ça se mettait à tousser dans l'église. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont... Ça toussait dans l'église, le curé montait en haut. Mais il y avait des hommes aussi qui sortaient sur le perron de l'église. Il y en a qui allaient fumer, puis il y en a d'autres qui allaient jaser. Comme enfant, on allait dans le chœur. Ça, c'était vraiment un plaisir, parce qu'il y avait aussi les jubés. Puis les jubés, c'était pas toujours tranquille. Je sais qu'il y avait un frère qui surveillait toujours cette période-là. Mais dans le chœur, c'était vraiment quelque chose. Puis, je me souviens que ma mère, les surplis, c'était toujours vraiment bien empesés avec des plis. On ramenait ça
à la sacristie où on partait. Puis je me souviens, mes frères, moi, je me l'ai jamais fait dire, il y en a un qui disait « tu pues, habitant ». C'est sûr que à l'époque, je pense que ça sortait de la même maison, puis il y avait peut-être une certaine odeur. Puis un des cousins de ma femme, de mon laurier, m'avait dit, il se faisait dire aux autres, tu pues la vache. C'était pas très agréable. Je me souviens aussi, il y avait le chemin de croix. Avec ma mère, on faisait le chemin de croix. Elle arrivait toujours 15 minutes avant la grand-messe. On faisait le chemin de croix. Sur la route qui menait de Pont-Rouge à Neuville, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, il y avait un calvaire qui avait été fait par les Paquette. Il y avait, mon grand-père Paquette avait acheté 4 terrains dans le chemin. Il y avait les 4 frères Paquette et ils restaient là. Ils avaient construit un calvaire, là. Actuellement, j'ai repassé hier, je pense qu'il a été détruit, ça n'existe plus. Il est encore là. Oh, je ne l'ai pas vu. J'ai passé 2 fois. OK. Alors ça avait été, c'était vraiment quelque chose. Puis dans les rangs, souvent, il y avait aussi la croix du chemin. Je me souviens qu'on allait des fois au mois de mai réciter le chapelet à l'occasion du mois de mai, le mois de Marie. Il y avait aussi la prière en famille. C'était toujours après le souper, mais quand est arrivé le temps où le cardinal Léger disait son chapelet à 7 heures, alors fallait qu'on soit revenu à 7 heures. Après le souper, 6h15, 6h30, on allait dehors, mais c'était entendu qu'il fallait entrer à 7 heures pour le chapelet du cardinal Villeneuve. Puis quand ça a été fini, ça a été le cardinal Roy qui l'a remplacé. C'était à CHRC à Québec, je pense, c'était le cardinal Roy. Chaque famille aussi, c'était un honneur pour les familles d'avoir soit un frère, une sœur ou encore un curé dans la famille. Ça, c'était vraiment quelque chose, c'était un honneur. Puis si on regarde aussi dans ceux qui faisaient le cours classique, qu'est-ce qu'il y avait comme débouché? Tu avais notaire, avocat, médecin. Il y avait beaucoup également de curés ou de prêtres. Puis le dimanche, c'était... les magasins étaient fermés. Puis je me souviens qu'on racontait, il y avait certaines femmes qui tricotaient pendant la journée, puis le soir, ils faisaient leur tricot parce qu'on n'a pas le droit de travailler le dimanche. Puis ma mère racontait aussi, il y avait une femme, je ne sais pas trop, lorsqu'elle se déchangeait dans sa chambre, elle tournait les images saintes pour pas... Ça a été raconté. Est-ce que c'est exagéré? Mais à l'époque, on peut dire que c'est très possible. La petite école, je passe vite, là, parce que vraiment, c'est la petite école, ben, les fenêtres étaient hautes. Quelque chose m'a fait remarquer, c'est qu'on ne voyait pas, les fenêtres étaient vraiment hautes. Quand on montait sur le bureau, il y avait une tribune pour la maîtresse, on appelait ça la maîtresse à l'époque. Quand on montait sur la tribune, on voyait aussi à l'extérieur. Mais quand on arrivait le matin, c'était toujours les récitations. Vous avez vu ça, peut-être la petite école à la télévision là, qui nous montrait. C'était à la queue leu, puis si tu ne réponds pas comme il faut, tu passes à la queue, etc. Il y avait ça. Il y avait aussi la prière avant chaque avec les pauses à chaque petite récréation. Le matin, on disait le chapelet. Le soir, avant de partir, on récitait aussi le chapelet. À la petite école, comme je l'ai dit tantôt, on était 7 filles puis 2 garçons. Alors, le jeu, c'était le mouchoir. Puis il y avait aussi la marelle où on appelait ça le carré. Ça, je n'ai jamais joué, mais au mouchoir, on jouait souvent. Puis à l'intérieur, on jouait aussi parfois aux cartes. Les récompenses qu'on avait sur nos cahiers, il y avait des anges, il y avait des étoiles. On nous donnait également des images parfois comme récompense. La remise des prix, il y avait toujours un prêtre, je ne sais pas si... il y avait un prêtre qui venait dans l'école Durand. Et puis les prix, ben, c'était soit un missel, un livre, un chapelet, c'était toutes des choses dans ce genre-là. Il y avait aussi la période qui était marquante aussi, en 6e année, on marchait au petit catéchisme. C'est-à-dire pendant 1 mois, il n'y avait plus d'école, ça c'était en 6e année. On allait, moi je me souviens, j'allais à bicyclette souvent à Pont-Rouge où je prenais l'autobus. Et puis à la sacristie, il y avait un prêtre qui nous enseignait. Puis j'ai consulté mon petit catéchisme, il y avait 508 questions. Et on les savait par cœur, c'est-à-dire du début à la fin, il ne fallait vraiment pas manquer un mot. J'en avais retenu une qui m'avait impressionné à l'époque, c'était « Qu'est-ce que l'ivrognerie ?» Il nous disait ceci dans le petit catéchisme, « Ça rend l'homme semblable à la bête et souvent le fait mourir. » Ça, je m'avais dit, c'est quoi ça, de dire « Ça rend l'homme à la bête ?» Quand tu es jeune, ça ne dit pas grand-chose.
Puis je me souviens qu'il y avait aussi l'inspecteur qui venait une fois par... je pense que c'était 2 fois par année. Puis là, à ce moment-là, il fallait vraiment se préparer. Puis je me souviens, l'inspecteur, à un moment donné, je trouvais qu'il parlait beaucoup avec l'institutrice, mais je me posais des questions. Puis c'est sûr qu'elle essayait de trouver ceux qui étaient capables de répondre le mieux aux questions, parce qu'on se préparait pour les questions de l'inspecteur. Si elle avait bien réussi, elle avait une prime, je ne sais pas si ça veut dire. Elle avait une prime, je pense, dans mon temps, elle avait une prime de 20 $. Je me souviens, moi, c'était ma cousine au début qui m'enseignait, Blanche Julien, puis elle gagnait, je pense, 200 $ par année. Elle avait sa petite prime de 20 $, mais c'était quand même quelque chose à l'époque. J'avais écrit une série d'articles, puis ces séries d'articles-là, je l'avais ensuite publiées. Je l'avais publié dans ce livre-là, et puis je ne l'ai pas tout de suite. Puis là, je me suis dit, est-ce que je vais parler de mes parents? Est-ce que je vais parler de mon père? Est-ce que je vais parler de ma mère? Et à la série d'articles que j'ai publiés, je me souviens, il y avait une dame qui m'avait dit, quand je lis vos textes, j'ai l'impression d'entrer dans votre intimité. Elle m'avait dit, elle dit, votre mère, c'est ma mère que vous décrivez. Ça veut dire que, puis moi, j'ai raconté ça à Mont-Laurier, on est quand même loin. Lorsque j'ai parlé de la vie qu'on vivait à la campagne, il nous disait, mais c'était ça, nous aussi. La description que j'ai faite de mon père, il y avait une dame également qui, elle m'avait appelé, elle m'avait dit, votre père, c'est mon père. Puis moi, je parlais de mon père qui aimait beaucoup, les cultivateurs aimaient beaucoup les chevaux. Moi, le cheval, pour le il me semble que c'était vraiment dorloté, c'était quelque chose. Puis je me souviens, mon père, il y avait une jument qui était très fringante. Il l'avait appelée, voyons, Sacatin. Non, Sacatin, il ne fallait pas y toucher, c'était lui qui vraiment qui l'attelait, c'était lui, lorsqu'on allait à l'église, c'était lui qui conduisait.